Poésie sur parole. André Walter. Philippe Ollet-Laprune, vous êtes l'un des grands spécialistes des littératures hispaniques. Depuis Mexico où vous résidez, vous êtes notamment devenu le passeur très actif des textes d'Amérique centrale ou d'Amérique latine. Vous publiez à La Différence une très impressionnante somme. Vraiment, le livre est assez à voir, a un poids et un volume impressionnant, qui est intitulé « 100 ans de littérature mexicaine ». Et dans ce livre, la place faite à la poésie est tout à fait importante. Et on peut se demander, à travers ce siècle de littérature mexicaine, si le rôle des poètes au Mexique n'a pas été... Je ne veux pas tirer la couverture, puisqu'on est sur le territoire de poésie sur parole du côté des poètes, mais on a vraiment l'impression que le rôle des poètes a été assez déterminant. Absolument. Il y a à cela plusieurs raisons. Il est effectivement difficile dans une anthologie de ce type où il y a plusieurs genres littéraires qui sont touchés, principalement la narration avec romans et nouvelles et le théâtre, ce qui est plus difficile encore à réaliser, et la poésie. Alors comment est-ce qu'on peut pondérer quel est le poids de chacune? C'est un peu scolaire comme question, mais ça me paraît très légitime parce que historiquement, il faut le savoir, on ne le dit pas assez souvent, le roman est un genre qui a été interdit par la colonie espagnole, c'est-à-dire la littérature à l'époque de la colonie jusqu'en 1810, c'était essentiellement la poésie et le théâtre. Ce qui explique, c'est une parenthèse, que beaucoup des grands écrivains mexicains ont écrit du théâtre. Paz a écrit du théâtre, Fuentes a écrit du théâtre, etc. Et la poésie, pourquoi est-ce que c'est important de souligner cela? C'est que la poésie a eu des écoles, a des groupes, a eu depuis le 19e siècle un travail de fond qui fait que, très franchement, les groupes de poètes étaient très au courant de ce qui se faisait en Europe, par exemple. Même au XIXe siècle, où finalement on aurait bien du mal à aller sortir de là un ou deux romans de premier ordre, quand on pense qu'en même temps on avait un Stendhal en France, un Dostoïevski en Russie, il n'y a pas du tout d'équivalent. En revanche, la poésie a toujours eu une place importante et la qualité que l'on peut voir dans les textes qui sont ici présentés vient en grande partie à cause de ce passé, de cette histoire. Oui, et aussi cette chose assez singulière que vous signaliez, l'idée de groupe. Il y a bien sûr des individualités qui émergent ici ou là, mais on aurait beaucoup de mal à faire l'équivalent pour la littérature française. Bon, il y a les surréalistes, mais à part ça, on aurait beaucoup de mal à structurer comme vous avez pu le faire, avec aussi le groupe de telle année, la génération. Il y a un peu ça en Espagne aussi, avec plusieurs générations qui sont datées. Mais quand même, là, c'est très, très caractéristique. Encore aujourd'hui, les poètes et lecteurs de poésie mexicains ont l'habitude de réfléchir en termes de génération. Ce qui peut être un peu agaçant parfois, parce que beaucoup de gens n'ont rien à voir dans la même génération. Mais j'ai souhaité, par exemple, ouvrir le livre sur deux poètes, sur Ramón López Velarde et Tablada, qui sont deux des poètes majeurs de langue espagnole de leur temps. Pour que les auditeurs se repèrent, on parle de publications du début du XXe siècle jusque dans les années 20. Ce sont vraiment des poètes qui ont été à l'écoute de ce qui se passait ailleurs. Tablada a fait énormément de travaux qui ressemblent à des choses d'Apollinaire. López Velarde est mort très jeune, très très jeune même, et il était obsédé effectivement par quelques thèmes qui le relient à des auteurs comme Baudelaire ou comme Rimbaud, qui avec le temps, disons, venaient de passer vers l'espagnol. Donc ce sont vraiment des auteurs ce sont les poètes qui ouvrent le siècle. Alors là, on a un élément qui me semble capital, et je crois que tout lecteur pourra le voir, c'est que il n'y a pratiquement pas d'avant-garde au Mexique au XXe siècle. Il y en a une à laquelle j'ai un peu rendu hommage en mettant un poète qui s'appelle Maples Arce, qui s'appelait les Stridentistes, qui sont très liés aux futuristes italiens. Ce sont vraiment des poètes qui ont cherché à écrire depuis un aéroplane. Enfin. Mais en dehors de ces poètes, on peut qualifier, disons, la poésie mexicaine d'une poésie d'où est absente la rupture. Alors, il y a bien sûr des formes qui évoluent, mais il n'y a pas la possibilité qu'ont eu des surréalistes d'écrire un tract comme un cadavre qui crache sur les précédents. Là, il y a un grand respect. Alors ça, c'est très étrange pour le lecteur. Il me semble qu'il y a une espèce de flux relativement continu qui fait que les aînés aident les plus jeunes. Xavier Villaurrutia. Nocturne sommeil. Le sommeil ouvrait ses salles profondes. Et des voix ténues
et des courants d'air y entraient. Du bateau du ciel, du papier réglé, l'échelle tombait au lieu où mon corps descendait. Le ciel sur le sol, comme en un miroir. La rue de Mercure dédoubla mes mots. L'ombre refermée me vola mon ombre. Figé de silence, j'entendis mes pas qui passaient. Et le froid d'acier vint glisser sa dague dans ma main aveugle pour me donner mort. La mort attendait. Au coin de la rue, pour un long instant, ma main acérée rencontra mon dos. Sans goutte de sang, sans bruit et sans poids, à mes pieds cloués, vint tomber mon corps. Je le soulevai, le mis dans mon lit. Le sommeil fermait ses ailes profondes. Après, il y a une génération qui est très importante, qui était déjà un petit peu connue en France, qu'on appelle les contemporains, los contemporáneos, puisque leur revue s'appelait Los Contemporáneos, qui étaient des poètes de tout premier plan. On connaissait en France Gorostiza, qui avait été édité justement aux éditions de la Différence, avec Mort sans fin, et Villaurrutia, dont les Nocturnes, traduits par Jacques Ancet, avaient été et ont été publiés chez Corti. Donc ça, cette génération... Sur les conseils d'Octavio Paz, parce que si les aînés aidaient les cadets aussi de temps en temps aidaient à la publication des aînés dans ce cas précis. C'est vrai que dans le cas qui nous intéresse, Paz est un peu au centre de tout, puisqu'il a été par excellence le poète mexicain du XXe siècle. Donc une fois que cette génération... Alors quels étaient les traits principaux de cette génération? C'est très intéressant de voir à quel point ils ont été proches du modernisme, pour dire les choses telles quelles. Ils ont fait rentrer le langage dans une forme d'intimité, de malaise. C'est des gens qui ont des biographies en général assez ternes. Ils ne sont pas des grands voyageurs, ce ne sont pas des gens qui ont cherché l'ailleurs, ce sont des gens qui ont vraiment été des poètes de l'intériorisation surtout. Et puis, ils sortent tous de la Révolution et ça ne les a pas intéressés. Fondamentalement, on ne peut pas dire que cette espèce de chaos qui a duré 10 ans au Mexique n'a pas pénétré cette poésie-là. Via une génération ensuite qu'on appelle la génération du groupe Taller, d'où est sorti Octavio Paz et pas mal de ses contemporains, qui justement sont beaucoup plus préoccupés, et c'est l'époque qui veut ça, préoccupés de thèmes politiques. Il faut se rappeler par exemple qu'Octavio Paz, donc la figure qu'on dira centrale de cette poésie, Paz dans les années 30 est quelqu'un de très engagé politiquement. C'est quelqu'un qui va au congrès des écrivains pendant la guerre civile espagnole. Il est même allé dans le Yucatan, dans cette province qui est assez pauvre au Mexique, pour fonder une école pour les enfants les plus pauvres. Donc c'est quelqu'un qui était très mobilisé par tout ça. Et cette génération en général va apprécier énormément ce dont on a parlé, les contemporaneos, reprenant une technique littéraire ambitieuse, parfois difficile, les mettant au goût du jour, mais en l'utilisant parfois sur des thématiques beaucoup plus sociales. Par exemple, on a l'habitude de citer Efraín Huerta, qui a été presque, disons, communiste presque toute sa vie, et Huerta, dont le fils David Huerta est un autre poète présent, Efraín a été par excellence le poète politique, entre guillemets, et le poète de la vie de Mexico. Donc, cette génération qui... est en train de disparaître, ce sont des gens qui ont plus de 80 ans, va tendre la main vers les suivants. Et effectivement, dans les suivants, alors on commence à voir, mais je crois qu'on pourrait le faire pour beaucoup de pays, si la main est tendue, il y a quand même une évolution qui est très portée vers l'international. Maintenant, les gens ont lu les grands poètes de langue française, langue anglaise. T.S. Eliot est quelqu'un qui importe énormément à la génération suivante. Alors là, on a effectivement des gens qui aujourd'hui ont 60 à 70 ans. Le plus connu, vraisemblablement, est José Emilio Pacheco, qui a été aussi grandement traduit en français. Des gens comme Eduardo Lizalde, qui n'est pas assez traduit, Gabriel Saïd. Bref, il y a par exemple un poète qui avait été traduit chez Belin, qui s'appelle Becerra,
qui est tragiquement disparu, beaucoup trop jeune, d'un accident de voiture, qui a finalement écrit un seul livre au cours de sa vie, et qui a réintroduit un certain lyrisme. Il a regardé du côté de Carlos Pellicer, qui était un des contemporaneos, pour chanter un petit peu aussi une nature que, parfois au Mexique, nous avons quand même aussi une nature exubérante, qui lui donne une espèce de baroque. Donc on peut dire, si je peux terminer là-dessus sur ce point. Les années 60, les publications qui ont lieu pendant les années 60, sont des publications extrêmement variées. On n'a plus du tout l'unité de départ, on n'a plus du tout un tronc commun, on a désormais des feuilles et des fleurs qui sont un peu de tous les côtés. Gilberto Owen, ton nom poésie. Et savoir donc que tu es barque à voile contre mes rochers. Et savoir donc que tu es vent de glace sur mes blés humiliés et non advenus, fragile contre la hauteur de mon front, mortel pour mes yeux, inflexible à mon oreille et esclave de ma langue. Personne ne m'a dit le nom de la rose, je l'ai su à te sentir, amoureuse vierge qui aujourd'hui me fait mal de fleurs en amour donné. Monter sans pause d'une épine à l'autre, et que celle-là soit l'épine 40e, et que soit toujours si près ton énigme de ma main, mais toujours une braise plus haut, toujours cette longue attente entre regarder l'heure et la regarder à nouveau un instant après, et trouver à la fin, exsangue et désolé, découvrir que c'est en moi que tu étais, parce que tu es partout, et non seulement dans le ciel où je t'ai cherché, que tu es non pas moi, tienne et non mienne, la voix qui se saigne par mes veines. Quel est l'écho quotidien de la poésie au Mexique? On parlait tout à l'heure des années de la Révolution, mais il y a eu par exemple le mouvement zapatiste récemment qui a ressurgi. Est-ce que on a vu dans la poésie contemporaine mexicaine un intérêt particulier, ou bien est-ce qu'au contraire, est-ce que la poésie continuant sur sa lancée est restée plutôt à l'écart de ces bouleversements? À part quelques exemples, qui sont d'ailleurs même parfois des exemples critiques, en général, la politique ou le thème finalement qui est le plus repris de la réalité par rapport à la poésie, il me semble que c'est la dégradation de la ville, c'est-à-dire l'atomisation des vies, les dangers permanents, qui est un des thèmes principaux de Pacheco. C'est-à-dire comment on participe au désastre dans un lieu qui est en train de s'enfoncer. En fait, on le comprend assez bien parce que la ville de Mexico ne cesse quand même elle-même de s'enfoncer. C'est visible. On voit sous les pas, d'année en année, le pavé qui descend, quoi. L'un des exemples qui est le plus frappant à Mexico après la cathédrale, c'est l'exemple de l'opéra. Voilà, où les marches avant, on montait les marches pour aller à l'opéra, et maintenant on les descend. Absolument. Il y a ce sentiment qui ne peut pas échapper à qui que ce soit. José Emilio Pacheco s'amuse à dire dans une phrase très connue, on ne sait jamais à Mexico comment on va être détruit, si c'est le volcan qui va éclater une bonne fois pour toutes et le tremblement de terre qui va nous faire tomber, ou les gangsters et voyous de tout genre qui vont vous... Bref. Donc c'est ce sentiment de danger, de précarité qui pénètre sa poésie. En règle générale, je dirais qu'il y a assez peu de traduction de la réalité dans la poésie. Que les poètes participent à la vie publique, par exemple David Huerta, le fils d'Efraín Huerta, qui est un des poètes de tout premier plan à l'heure actuelle, a une position tellement affirmée qu'il a une espèce de colonne, comme on dit là-bas, hebdomadaire dans un grand quotidien où il donne son opinion sur la politique. Mais c'est en dehors, disons, de... C'est pas l'écriture poétique, ça. Non. C'est une prise de position citoyenne, donc c'est autre chose. Absolument. Mais dans l'écriture même, on est sur un autre registre. Il me semble. Et les plus jeunes ne sont pas les derniers, j'allais dire. Il y a une génération très passionnante de poètes qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, ce qui n'est peut-être pas le cas de la narration. Je citerai Hernán Bravo Varela, par exemple, qui est un poète de tout premier plan, traducteur d'Oscar Wilde, qui sont des poètes qui, effectivement, sont des poètes
de la solitude, de l'intériorisation, des frictions intérieures, et assez peu tourné vers la réalité. Et quel est leur écho? Parce que vous dites que c'est un poète important, mais il publie, il a beaucoup de lecteurs, ou ça reste dans un cercle relativement restreint? Et toujours la grande difficulté à donner une échelle des choses. Il y a un poète mexicain qui est décédé, Jaime Sabines, qui était effectivement un poète, on va dire, populaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable d'effectuer des lectures. J'en ai vu une, justement, dans ce Palais des Beaux-Arts, qui tient lieu d'opéra. On peut dire que ce jour-là, il y avait 10 à 12 000 personnes. Ou sur la grande place de Mexico, le Zócalo, qui est tellement grande qu'effectivement, avoir 20 000 personnes, c'est ridicule. Donc, mais il y avait quand même 20 000 personnes écoutant des grands poètes mexicains. Alors, il y a une tradition qui fait que les gens, on va dire comme ça, les gens, un chauffeur de taxi apprécie la poésie. Il dit tout à coup, d'ailleurs quand Sabines, je l'ai vu moi, était sur scène, demandait au public qu'est-ce que vous voulez, et il y avait des gens qui étaient des chauffeurs de taxi, des vendeurs de boutiques qui criaient le poète de la page 38. Alors ils disaient mais de quelle édition? Parce que je sais pas, et comme pour eux il était impossible qu'il y ait un autre livre que le livre qu'ils avaient. Donc c'était celui de la page 38, heureusement ils se rappelaient du titre, et Sabines lisait. Bon, Sabines a été un cas. Sabines a été un phénomène. Je crois qu'on a peu de choses comparables en France, peut-être un peu Prévert du côté d'un grand lectorat. Mais Sabines a été lu par toutes les couches de la population, toutes les classes sociales et tous les âges. Et pourquoi? Il a touché à quoi? L'amour. Donc j'ai même un de mes amis très proches qui a réussi à se marier en recopiant des poèmes de Sabines et en les envoyant à la jeune fille et en les signant de son nom. Et il m'a fait beaucoup rire parce que 5 ans après son mariage, on lui a offert un livre de Sabines et elle a découvert le pot aux roses que lui avait jamais dit. Donc c'est effectivement un poète qui a été capable de remuer le sentiment amoureux de façon très simple apparemment, une grande musicalité. Il a été mis en musique à de nombreuses reprises. Et lui-même avait un contact extrêmement chaleureux. Il aimait le public. Il aimait être, ce qui n'est pas toujours le cas, il aimait être en phase avec une population, pas nécessairement lectrice de poésie. J'aime Sabines, les amoureux. Les amoureux se taisent. L'amour est le silence le plus fin, le plus troublant, le plus insupportable. Les amoureux cherchent. Les amoureux sont ceux qui abandonnent. Ce sont ceux qui changent, ceux qui oublient. Le cœur leur dit qu'ils ne trouveront jamais. Ils ne trouvent pas. Ils cherchent. Les amoureux vont comme des fous, parce qu'ils sont seuls, 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 à s'abandonner, à se donner à tout moment, à pleurer, parce qu'ils ne sauvent pas l'amour. L'amour les préoccupe. Les amoureux vivent au jour le jour. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils s'en vont tout le temps, toujours, vers quelque part. Ils attendent. Ils n'ont d'espoir en rien, mais ils attendent. Ils savent qu'ils ne trouveront jamais. L'amour est la perpétuelle prorogation. Toujours le prochain pas, l'autre, et puis l'autre. Les amoureux sont les insatiables, ceux qui toujours, quel bonheur, seront seuls. Les amoureux sont l'hydre de l'histoire. Ils ont des serpents à la place des bras, les veines de leur cou enflent comme des serpents aussi, pour les asphyxier. Les amoureux ne peuvent dormir, parce que s'ils dorment, les vers vont les manger. Dans le noir, ils ouvrent les yeux, et la terreur leur tombe dessus. Ils trouvent des scorpions sous les draps, et leur lit flotte comme sur un lac. Les amoureux sont fous, simplement fous, sans Dieu et sans diable.
Les amoureux sortent de leur grotte, tout tremblants, affamés, pour chasser les fantômes. Ils se rient de ceux qui croient tout savoir, de ceux qui aiment à perpétuité pour de vrai, de ceux qui croient en l'amour comme en une lampe à l'huile inépuisable. Les amoureux jouent à attraper l'eau, à tatouer la fumée, à ne pas s'en aller. Ils jouent au long, au triste jeu de l'amour. Personne ne doit se résigner. Ils disent que personne ne doit se résigner. Les amoureux ont honte de toute conformation. Vide, mais vide d'une côte à l'autre. La mort fermente derrière leurs yeux, et ils marchent, ils pleurent jusqu'à l'aube, quand trains et coqs prennent douloureusement congé. Ils sentent parfois le parfum d'une terre qui vient de naître, de femmes qui dorment, une main sur le sexe, satisfaite de sources d'eau tendre et de cuisine. Les amoureux se mettent à chantonner une chanson qu'ils n'ont pas apprise, et ils s'en vont en pleurant la belle vie. Alors d'une façon générale, la grande question qu'on se posait au départ, c'est quelle est la place aujourd'hui d'une poésie encore très vivante? C'est difficile, puisqu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui publient de la poésie encore. Il y a des revues, énormément de revues, puisque chaque institution mexicaine se met une espèce de devoir comme ça, qui est d'avoir une revue, de grandes revues de poésie, comme une qui s'appelle Poesia et Poética, du grand poète argentin Hugo Gola, ne vend pas plus de 800 exemplaires, évidemment, mais a un grand prestige. Et par exemple, il est étonnant de voir que les grands magazines d'information, la revue Letras Libres, par exemple, qui est mensuelle, a toujours 4 poèmes. C'est comme si l'Express, ici, publié, un grand organe d'information, avait ce genre de choses. Donc ça, il me semble qu'il y a une pénétration de la poésie dans d'autres formes de circulation, disons, des mots, qui est tout à fait souhaitable et qui réussit à toucher une grande partie de la population. Mais c'est un peu ce que vous décrivez du type du rapport que peut entretenir un chanteur populaire avec le public. On a l'impression que le livre est presque marginalisé dans ce rapport. Alors, il est vrai que le livre, heureusement, on bénéficie de tout ce qui s'édite en langue espagnole. Donc, il est en général évident. Il y a très peu de librairies au Mexique et très peu de bibliothèques. Donc ça, c'est le principal problème dans tous les genres littéraires confondus. Il y a un problème de circulation du livre. Et nous espérons que les années qui viennent vont le résoudre, ou en partie. Mais dans chacune des librairies mexicaines dites littéraires, il y a toujours un rayon poésie à peu près représentant la moitié de la narration, ce qui n'est pas le cas de la France en général. Donc c'est assez intéressant de voir, parce qu'on peut prendre cette échelle-là, que les gens achètent quand même des livres de poésie qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Argentine, et de collections, de poches, parfois grande circulation. J'ai en tête une collection de Plaza y Granes, qui étaient des petits livres assez bon marché, de poésie avec les grands classiques, et ça circule pas mal. Et puis les grandes maisons mexicaines, par exemple le Fondo de Cultura Económica, qui est une fondation d'État, donc qui effectivement peut s'offrir le luxe de sortir de la poésie avec une grande constance. Le Fondo de Cultura Económica publie de la poésie contemporaine, avec une grande réussite. Vient ensuite ce qui brouille les pistes, c'est-à-dire les lectures obligatoires. L'éducation nationale locale qui fait des commandes de, je ne sais pas, il y a 300, 400, 500 000 exemplaires de tel ou tel auteur. Bon, ça, on les connaît, on a un peu la même chose en France, je pense. Mais d'une façon générale, je dirais que dans un désastre assez grand qui est celui de la circulation du livre au Mexique, la poésie s'en tire pas mal. Eduardo Hurtado.
Ode à Garincha. Quelconque et rédempteur, tu es arrivé à la crèche, sans règne, sans encens, avorton maladif, boiteux, forcé, et à tant de malheur, tu as appliqué une esquive inscrutable. Empilé en tribune, la tourbe de tes pères a fortifié ton credo, berné le destin, lui brisé les reins d'une frappe rapide, et à chaque parade nouvelle, enfoncé la sentence, feinte après feinte, restaurée, et si l'irrémédiable a fini par te soumettre, c'est sur le fil, dans les derniers instants de la confrontation, au sens strict, conscient comme tu l'étais que tout est défaite et dilatation de la chute unanime, ta perte n'en fut pas une, mais l'atteinte certaine d'une déroute connue. C'est pourquoi, en cette date mémorable, divorcé du multiple et du 5, le vainqueur coupable affalé en moi qui perd toujours, veut échanger ton nom contre un simple inventaire de tes dons, dipsomane acharné dans le stratagème céleste des métamorphoses, ennemi avoué de la vaine ardeur musculaire, modeste militant du contre-pied, le même en apparence et pourtant indéchiffrable, sirotique tanné au désordre et au soleil insolent des favelas, cadavre disséqué dans une odeur débordante d'indigestion sur le marbre légiste de la nuit, supporter du quelconque et d'une quantité d'efforts germés malgré l'insomnie et ton siècle, sujet et narrateur de tes exploits, héros inventés par un cœur éteint, rêve intact et fugace. Puisque, bien entendu, c'est la langue espagnole qui est véhiculée au Mexique et dans toute l'Amérique latine et l'Amérique centrale, et puis tout ce qui vient aussi d'Espagne, est-ce qu'on pourrait imaginer une mexicanité de l'écriture ? C'est une question que je me suis posée en terminant ce livre. Après 7 ans de travail, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un son particulier ? Est-ce qu'il y a une sonorité ? Est-ce que ça ressemble à quelque chose ? Finalement, est-ce qu'il y a une cohérence dans ce bienheureux pavé que nous avons sous les yeux ? Il me semble que oui. Il me semble que c'est plutôt par l'omission, par exemple, de l'autobiographie dans la narration, du genre épique. Il y a très peu de textes épiques, notamment de poésie, ce qui est assez curieux. Oui, dans un pays de la Révolution à cheval, on pouvait imaginer des grands galops d'écriture. Il me semble que, surtout après en avoir parlé avec plusieurs poètes mexicains, il y a à la fois une grande virtuosité technique, un ton relativement intime et intimiste, et une absence de fracture ontologique, de fracture d'être réellement très profonde. C'est-à-dire, si on était mauvaise langue, on pourrait pousser, mais je n'irai pas jusque-là parce que je ne crois pas que ce soit le cas. Il me semble qu'on pourrait presque dire que c'est une poésie qui accompagne les choses plus qu'une poésie qui s'oppose aux choses. C'est un peu là que je verrais une grande unité dans les genres littéraires différents. C'était Poésie sur parole, avec Philippe Ollet-Laprune, pour 100 ans de littérature mexicaine, édité à La Différence, texte dit par Alain Carré. Poésie sur parole, Éric Boisset, Xavier Carrère, Patrick Molinier, André Velter.